Bonjour à tous, on se retrouve dans un nouvel épisode de podcast avec Céleste. Aujourd'hui, on parle de voyage spirituel et de pèlerinage. Céleste est bien placé pour nous en parler car il l'a vécu et expérimenté. Je vous laisse tout de suite avec sa présentation et donc l'épisode. Bonjour Lucie et bonjour tout le monde. Merci pour cette rencontre auditive. Je Merci à m'appelle toi. Céleste Grant. Là actuellement j'ai 35 ans. Je me définis, on va dire, comme un vidéaste avant tout, c'est-à-dire quelqu'un qui fait des vidéos. Donc ces vidéos, c'est quoi à l'heure actuelle sur ma chaîne YouTube? Donc c'est la plateforme sur laquelle je diffuse ces vidéos. C'est surtout des vidéos d'aventure où je pars en randonnée. Généralement des longues randonnées, c'est pour ça que j'utilise le terme aventure. C'est pas juste, on va dire, une randonnée à la journée. C'est souvent des trucs sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Certaines randonnées sont d'ailleurs même plus des pèlerinages. En fait, mon concept est assez simple. Si la randonnée dure 30 jours, je fais une vidéo par jour. Et donc, je la publie immédiatement. Je filme la journée et le soir même, elle est en ligne. Ce qui fait que les gens suivent, en fait, font la randonnée avec moi, on va dire, d'une certaine manière. Voilà, j'en vis depuis peu, parce qu'il a fallu attendre d'obtenir un certain nombre d'abonnés et de vues pour commencer à ce que YouTube, me rémunère. Mais maintenant, c'est mon unique profession et à la fois ma passion. Et d'ailleurs, je pense que c'est par ça que tu m'as rencontré d'ailleurs, enfin découvert du moins. Tout à fait, c'est par YouTube. Donc ouais, c'est une sacrée découverte de pouvoir suivre quelqu'un au jour le jour dans ses aventures. Bah oui. Et toi, tu es vraiment tombé dessus par hasard ou c'est le bouche à oreille? Enfin, comment t'es tombé Alors, dessus? c'est le bouche à oreille, on m'en a parlé et puis je suis allée voir, tout de suite, qu'est-ce que tu proposais et c'est assez sympa parce que moi j'aime bien cette idée d'aventure comme, tu peux le montrer donc je trouvais Ouais. ça intéressant de voyager à travers tes vidéos. Est-ce que peut-être que ce qui a plu dans la dernière aventure, c'est qu'il y avait des ânes? Et je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont de proche ou de loin dans le monde équestre. C'est ça aussi qui a plu à pas mal de gens. Bon, même des gens qui n'ont jamais eu de chevaux ou d'ânes chez eux, hein. Est-ce que toi, c'est ton cas? Est-ce que c'est parce qu'il y avait des chevaux ou des ânes dans mon aventure qui t'a intrigué? Alors pas du tout, moi c'est plus le style de voyage à l'ancienne un peu, Ok, ouais. on va dire minimaliste que je trouvais super intéressant. Oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé ça, mais peut-être c'est une question qui vient après, je sais pas, mais oui, le truc, c'est qu'en effet, merci de le préciser, c'est que généralement, j'essaie de faire ça, voilà, comme tu l'as dit, d'époque, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, si c'est une randonnée, qui a été tracée dans les années 70, je fais ça dans un style années 70, quoi. Donc il y a très peu de matériel moderne, voire, 0. Il y a juste le téléphone portable qui me permet de filmer et monter les vidéos et les publier. Je fais j'ai Voilà, c'est la petite entorse que je m'accorde pour pouvoir publier sur les réseaux Mmh et et c'est ton donc là métier aussi donc et c'est c'est mon important. métier aussi, ouais, c'est ça. Je dis ça parce que je sais que c'est le retour qu'on me fait, la critique qu'on me fait le plus souvent, D'accord. genre: «Ouais, faire ça comme à l'époque, mais tu bien content d'avoir, un smartphone». Évidemment, mais en même temps, j'ai envie de rétorquer à la personne qui me dit ça: «Oui, mais c'est parce que je le mets sur les réseaux que tu peux lâcher ton commentaire, dessous, quoi». Ouais, ouais, complètement. Je voulais revenir avec toi dans cet épisode, de podcast sur le voyage un peu spirituel, le pèlerinage. Ouais, Tu disais dans ta présentation d'ailleurs que, c'était plus des pèlerinages que, que des rando. aventures, ouais, des randos à 100. Qu'est-ce qui t'a incité à entreprendre, des voyages pareils? En fait, depuis tout petit, ma famille avait une maison, qui était pas très loin d'un pèlerinage qu'on appelle le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. D'accord. Donc, en France, il est assez connu celui-là, même à l'étranger, remarque. Donc en gros, il part, bon, il y a plusieurs départs. Le vrai départ historique, c'est de partir de chez soi tout simplement et puis, prendre la route, se lancer sur le chemin, quoi. Mais on va dire qu'en France, ils ont quand même fixé des «vrais départs» entre guillemets, on va dire. Donc là, je pense principalement au Puy-en-Velay qui est le plus connu. Donc c'est le GR 65 parce que les randonnées en France, elles ont toutes, un numéro. Donc lui, c'est le numéro 65. GR, pour ceux qui l'ignorent, ça veut dire, grande randonnée et du coup, donc je suis parti, donc je disais, petit, je voyais toujours ces pèlerins passer, et je me disais: «Waouh, un jour, j'aimerais bien, où ils vont ces gens, en fait? Pourquoi ils marchent comme ça OK. tout printemps, été, je les vois passer avec des sacs à dos». Puis il y a des symboles qui marquent, ils ont toujours, heu
ils ont toujours une coquille, ils ont, tu vois ce que je veux dire? Des fois, tu les vois marcher avec un chien, mais avec des chevaux, avec des ânes. Des fois, tu les vois tout seuls, en couple, des groupes d'amis, et ça m'intriguait tout ça. Et du coup, j'avais commencé, alors là, je parle bien avant d'être sur YouTube. J'avais déjà fait une partie du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. J'avais fait la plus connue, celle qui est la plus fréquentée, c'est du début du Puy-en-Velay jusqu'à Conques. J'avais fait ça tout petit, enfin tout petit, attention, je dis tout petit, je sais pas, je crois que je devais avoir 16 ans, un truc comme ça, je devais avoir OK. 16 ans. Mais ça a été ma première un peu expérience de rando, en fait, hein. J'avais pas du tout de matériel. Moi, je m'y connaissais pas en rando, là. Je parle vraiment de la toute première, hein. J'étais parti Ouais, avec une ouais, ouais, tente, carrément. à l'époque, ils venaient juste de sortir les tentes Quechua, 2 secondes, celles que tu lances et qui se Ah oui, déplient. OK. Mais si tu veux, Donc pas léger. elles sont pas légères, mais surtout, elles sont pratiques en camping. Quand tu pars en famille, faire du camping, pour, quand tu as la flemme de planter des sardines, mais en randonnée, tu portes pas une ça ressemble à une carapace de tortue que tu as dans ton dos. Enfin, c'est pas du tout pratique. Donc moi, j'étais parti avec ça. Mon sac à dos, c'était, j'avais pas de sac à dos, c'était mon cartable d'école que j'avais bourré de jeans. Tu sais, parce que tu gardes la mentalité de: «Bah, il me faut un pantalon par jour» ou je sais pas quoi. Du coup, il y avait enfin, Ouais. j'ai fait toutes les erreurs possibles, hein, jusqu'à, acheter les mauvaises chaussures, la veille du départ, donc en poule, au bout d'une heure de enfin vraiment le 1er chemin, Mmh. je me rappelle. Et du coup, bon, j'étais arrivé à Conques, sans en douleur et en souffrance. Et j'avais aimé, mais tu vois, je m'étais dit: «Bon, on verra plus tard pour la suite». Et puis c'est vers, c'était après le premier confinement, donc 2020 ou 2021, je me rappelle plus, c'est quand le confinement? Même 2019, je sais plus quand c'était le premier 2020, confinement. ouais, il me semble. Je me suis dit, bah, vu qu'on était déconfinés, je me suis dit: «Allez go, je vais le terminer». Donc je suis reparti du début. Et donc je me suis lancé sur ce chemin, donc qui est un pèlerinage. Et pour moi, la différence entre un donc là, j'ai été jusqu'au bout cette fois, jusqu'à Santiago, en Espagne. Et pour moi, la Chouette. différence, avec une rando, c'est qu'un pèlerinage, on se fixe un objectif personnel, donc il y a une volonté de progression. Et pour moi, c'est un peu le but d'un pèlerinage. C'est-à-dire que tu pars, pour parler un peu alchimique, tu pars, dans une matière impure pour arriver dans une matière pure, quoi. Tu transformes, le plomb en or. Et j'aime beaucoup cette idée du tu un problème, tu vas sur le chemin, tenter de le résoudre, et tu reviens guéri, soigné, ou avec la réponse. Et pour moi, c'est ça un pèlerinage. Et du coup, dans mes autres aventures, qui avaient moins un aspect religieux, parce que le pèlerinage de Compostelle, c'est avant tout, un chemin, chrétien. Mais quand je pars, faire une autre aventure, j'y mets quand même la notion de pèlerinage, parce que je me fixe un objectif. Je me dis, par exemple, je veux atteindre, le sommet de cette montagne parce que pour moi ça représente ci ou ça, parce que j'ai besoin d'aller y déposer une prière, par exemple. Donc on garde toujours un pied dans le spirituel, mais c'est avant tout une démarche personnelle. Et c'est là la différence avec une randonnée qui aurait tendance à être plus une démarche, entre guillemets, simplement sportive, du style, ah ben j'ai enchaîné, j'ai fait toutes les montagnes d'Auvergne, voilà, comme si je pouvais cocher un truc sur mon tableau. C'est bon, ça c'est fait, la prochaine randonnée, ça sera les Alpes. Et du coup, il y a quand même cette idée sportif, mais j'aime bien y rajouter une notion, ouais, comme tu l'as dit, profonde, spirituelle, profonde, religieuse. Donc c'est un peu ta signification du voyage, du pèlerinage. Ça serait Oui, celle-ci? De te oui, fixer un objectif, une question à laquelle répondre? oui, parce que je trouve que ça donne un sens au chemin, tout simplement. En fait, ça permet de pas juste marcher, et de se dire, par exemple, hein, bon, j'ai 2 semaines de vacances, je pars marcher, et à la fin dire, «Ah, t'as fait quoi pour tes vacances?» «Bah, j'ai été marcher», et tu vois que ça se résume juste à: «Bah, j'étais dehors et j'ai dormi dehors», mais qui est plus une notion de: «J'ai voulu progresser sur telle chose». Genre, je dis n'importe quoi, j'ai telle difficulté, je veux m'améliorer sur ça. Bon, ben je pars pour, voilà, me questionner. Et j'ai l'impression que la vie, en fonction de quand tu te lances dans l'aventure, en fonction de la question avec laquelle tu pars, ou la problématique, beh, elle va t'amener des éléments de réponse. Parce que forcément, ton attention sera portée sur ce sur quoi tu es concentré. Et du coup, tu vas comme avoir tu vas avoir un travail à faire, un peu comme un sculpteur, quoi. Tu vas partir d'une pierre, brute, pour en tailler quelque chose, et à la fin revenir avec, heu ce qu'on pourrait appeler un chef-d'œuvre, quoi, quelque chose qui est abouti. Et moi, ça, je le fais, ouais, je le fais, en tout cas, c'est l'état d'esprit dans lequel je me mets quand je pars en rando.
OK. Et lors de ton premier Saint-Jacques de Compostelle, en tout cas jusqu'à Conques, est-ce que tu avais cette même façon de penser sur Non. le pèlerinage ou non, c'était vraiment de la découverte pure et dure pour répondre peut-être à cette question de où vont-ils, qu'est-ce qu'ils cherchent, quoi? Eh beh, alors c'est une très bonne question. Non, parce que je pense que j'étais jeune. En plus, à cette époque-là, je me rappelle, je venais d'avoir rencontré ma toute première copine, donc j'étais, limite moi partir en rando, c'était genre, tu sais un enfer quand tu es un peu, post-ado là, tu es en mode: «Oh non, j'ai pas envie d'aller marcher moi, je voulais être avec ma Ouais, copine» et du coup, complètement. il y avait un truc où non vraiment je l'ai subi, il me tardait qu'un truc, c'était terminé puis, comme beaucoup de gens, j'y voyais pas d'utilité. J'étais là: «Mais pourquoi aller me faire chier à transpirer machin, alors qu'il y a les voitures qui existent?» Tu vois? Il y avait un truc où mais mais par contre, après coup, en ayant maintenant, mûri, grandi, il y avait quand même une notion spirituelle, mais dont je n'avais pas conscience. Parce que j'ai fait ça, mon premier er Saint-Jacques, je l'ai fait en fait avec, des membres de ma famille. En fait, je l'ai fait avec, mes frères et si D'accord. tu veux, il y a un frère avec qui je suis très, éloigné en termes d'âge. En termes d'âge, on est très, comment dire? Il y a un écart et en fait, ce premier chemin nous a vachement rapprochés. C'est un peu sur ce chemin qu'on s'est découvert et donc lui me connaissait pas, c'est un grand mot, mais c'est une manière de dire, il me connaissait pas comme j'étais vraiment et moi non plus et vraiment on s'est découvert là-dessus et tu vois en ça, il y a quelque chose de il y a eu un travail en fait. Quand je suis revenu grandi parce qu'il y a eu une amélioration sur un plan familial en tout cas. D'accord. Ouais, mais c'était après coup. C'est après coup et pour moi, OK. je pense que toutes les randos sont comme ça. Même tout à l'heure, je parlais de ceux qui font des randos juste dans un, délire, uniquement sportif. J'en suis sûr que même eux, en fait, au fond, sans le savoir, il y a un truc. Il y a un truc qui travaille en eux. Tu reviens jamais, pareil. Tu es toujours changé, Ouais, modifié par ton expérience, tes mésaventures, hein. Tout n'est pas agréable, mais la mésaventure fait partie du truc. Il y a une leçon à tirer, si tu veux, dans le moindre, dans toutes les difficultés. Même le jour où tu es sous la pluie, que tu arrives pas à monter ta tente ou que tu as un gravier dans ta ch il y a un truc où, tu sais, il y a un truc du dépassement que ouais, une sorte de complètement. souffrance, en fait, qui est nécessaire, j'ai envie de dire, je c'est un peu sadomaso de dire ça, mais presque j'aime bien, quoi. Moi, la rando serait trop simple, j'irais la faire avec tout le confort moderne, les vêtements dernier cri, les sacs ultra allégés, machin. J'y verrais presque pas d'intérêt. Je dirais: «Beh non, c'est trop simple». Pour moi, une rando, c'est une volonté d'aller se mettre dans une difficulté pour la franchir et revenir en te disant: «OK, j'ai progressé», quoi. C'est un peu comme si tu avais le choix entre prendre l'escalier ou prendre l'ascenseur et moi, j'aurais tendance à se dire: «Beh, vaut mieux prendre l'escalier», tu vois? Il y a un effort et quand tu arrives en haut, tu es un peu plus content que si tu as juste pris l'ascenseur, quoi. Mmh. OK, je vois. Ouais, travailler le mental, finalement. Comment est-ce que tu choisis, tes chemins de pèlerinage, tes voyages un peu spirituels? Comme le dernier, par exemple, à quel moment tu t'es dit, «OK, je vais aller jusqu'en Italie et en âne, en plus»? Comment est-ce que tu choisis tout ça? Et beh, en fait, ça s'est fait de fil en aiguille, c'est-à-dire qu'une randonnée m'a fait penser à une autre, puis sur celle-là, j'ai rencontré un âne qui m'a donné envie de refaire une autre randonnée avec un âne, puis sur celle-là, j'ai rencontré, ma compagne, avec qui je lui ai dit: «Bah, ça te dirait pas de venir avec moi dans la prochaine?» Et en fait, vraiment, c'est chaque rando précédente a inspiré la future et la dernière en date, c'est donc, je l'ai appelée, «Les Pionniers», c'est le parce que du coup, je donne un nom à chaque fois, à chaque aventure et heu et les pionniers, beh, ça a été la plus, actuellement la plus aboutie parce que ça a été la le résultat de tout ça quoi, de toute l'expérience que j'avais acquis sur mes précédentes randos. Donc c'est-à-dire, je me suis retrouvé avec 2 ânes et une calèche. Donc vraiment une calèche, comme on peut l'entendre, quand tu quand tu imagines le mot calèche à l'ancienne, à la, petite maison dans la prairie là, elle est bâchée, donc c'est-à-dire qu'elle a un toit, elle est en bois, elle a des vieilles roues, c'est pas des pneus, elle est vraiment ancienne, hein. Et donc on appelle ça un attelage et du coup, je me suis dit: «Bon, j'ai un attelage, j'ai 2 ânes, on est dans un délire de vouloir faire toujours les randos, un peu comme à l'époque», heu, là, en l'occurrence, c'était on copiait un peu le 19e siècle, mais des fois, c'est des randos type médiéval, ce genre de truc, donc on aime bien se costumer comme à l'époque pour aussi montrer aux gens que, beh, regardez, il y a pas besoin de il y a pas besoin de du matériel dernier cri, quoi. Tu peux, une grosse couverture en laine, tu peux le faire, tu pas de tente, c'est pas grave, tu trouves toujours un abri, c'est aussi montrer dans les chemins parce que du coup, depuis que je fais des vidéos avec,
maintenant, je sais qu'il y a un public qui les regarde et du coup, c'est aussi des fois à eux que je m'adresse. C'est pas uniquement des choses personnelles parce que sinon je le ferais je le filmerais pas. Donc il y a toujours cette volonté de partage pour aussi dire aux gens c'est presque de la motivation, tu sais? Genre, «Allez-y, regardez, vous pouvez y aller, il y a pas besoin de» comme beaucoup d'idées reçues, il y a pas besoin d'avoir de l'argent, il y a pas besoin d'avoir le matériel dernier cri, il y a pas en fait, il le seul truc qu'il faut, c'est vraiment, le la motivation quoi, le courage, se dire: «Allez, je me lance» et hem et moi, je parle souvent dans mes vidéos de foi, tu penses que tu en es pas capable, mais vas-y, tu verras qu'il y a le la vie qui t'aide, quoi. Il y a toujours une bonne étoile qui veille sur toi, il y a toujours un truc, je suis un peu dans un délire du positivisme, quoi. Tu y vas un peu naïvement et tu fais confiance en la vie et même si tu te dis: «Beh, mince, j'ai pas d'argent pour m'acheter à manger», tu trouveras toujours à manger sur ton chemin. Il y aura toujours une main qui va t'être tendue, quelqu'un qui va t'accueillir, et puis, quand bien même ça n'arrive pas, ça va t'obliger à te dire: «Bon, ben là, je suis obligé d'aller faire du porte-à-porte pour demander un bout de pain» et du coup, ça va déclencher de la rencontre. En fait, je vais exprès me mettre dans une position inconfortable pour finalement créer des événements qui se seraient pas passés si, bah, j'étais tout simplement resté chez moi, quoi Mmh. et Ah oui, c'est sûr. je sais pas si j'ai répondu à la question de comment je choisis mes randos, mais en gros, voilà, je fais un peu au feeling, je regarde des endroits généralement de la France ou les pays aux alentours que je connais pas et que je me dis: «Tiens, j'ai entendu qu'il y avait un truc à aller voir là-bas» et j'y vais. Je réfléchis pas trop, je te cache pas que j'organise pas. Par exemple, Rome, il y a eu zéro organisation, mais vraiment, je n'ai même pas regardé sur Google Maps combien il y avait de kilomètres, rien. J'ai vraiment dit: «Tiens, on a une calèche, on a 2 ânes, ça te dit pas qu'on aille à Rome?» «Ouais, OK» et une semaine après, ça y est, on était partis, quoi. Mmh. Ouais, j'invite vraiment les auditeurs à aller voir après, l'épisode, heu, cette série de vidéos parce que c'est vraiment, fou de se dire qu'il y avait aucune organisation derrière, en sachant que c'était 0. quand même, pour certains, c'est le voyage d'une vie. Exactement, mais ça, vrai exactement. Mais même nous, on réalise pas. Quand je dis nous, je parle donc de Charlotte et moi, c'est parce que du coup Charlotte, c'est la personne avec qui est venue avec moi sur Le Pionnier, c'est ma copine. Ouais. On s'en rend pas toujours compte. Parce que si tu veux, vu que, je vais pas faire genre, c'est mon quotidien donc je m'en rends plus compte, mais c'est vrai que vu qu'on marche quand même beaucoup, nous on a fait ça et en fait quand tu y es sur le moment, quand toi le matin tu te lèves, tu bois ton café puis tu marches, puis que le soir tu te couches, tu t'en rends pas compte qu'en fait tu enchaînes les journées et qu'à la fin ça forme un exploit. C'est une fois que tu rentres, tu te dis: «Putain mais c'est fou ce qu'on a fait». Mais au moment où tu le fais, tu t'en rends pas compte, c'est presque une randonnée comme une autre en fait. Mmh. Bah, c'est le quotidien en plus, parce que sur autant de jours, ça devient vraiment, Ah oui. routinier peut-être. Oui. Ah oui, oui, bah, je pas de mentir, hein, il y a des jours, il y a des jours, c'était même très répétitif, hein. Il y a des jours, moi, il y a un moment où je perdais un peu, tu sais, ce moment où tu te remets en question, quoi, qui fait aussi partie du pèlerinage, tu sais? Ce moment où tu as du doute, où tu te dis: «Mais attends, pourquoi je fais ça? Est-ce que c'est utile? Et puis pourquoi je me filme sur internet? Est-ce que ça intéresse vraiment les gens? Et puis quand bien même, est-ce que pourquoi je me suis, donné cette contrainte de devoir tout filmer? Peut-être que si je filme juste, heu, si je résume juste la semaine plutôt que filmer, tous les jours, ça reviendra au même». Enfin, Beaucoup de questionnements. ouais, beaucoup de questionnements et du coup aussi la lassitude du quotidien. C'est-à-dire que c'est bête, hein, mais la routine, revient vite, hein. Quand tu te lèves le matin, que tu fais toujours les mêmes gestes parce que nous, on dormait dans la calèche, donc tous les jours, fallait qu'on remonte le camp, c'est-à-dire que dans la calèche, on range nos couvertures, qu'on remette tout l'attelage sur les animaux, c'est quand même long, qu'on déjeune, qu'après on revisse le fauteuil parce que dans la calèche, il y a un siège qui s'enlève. Donc quand on l'enlevait le soir pour pouvoir dormir dans la calèche et on le remettait tous les matins. Après on marche, on faisait la pause à midi pour manger, on remarche l'après-midi et le soir et c'est bête mais ça quand tu fais ça plusieurs mois, tu sais à un moment donné tu dis: «Ouais putain c'est un peu toujours pareil quoi». Tu vois ce que je veux dire? Il y a Mmh. juste le décor autour Ouais, de ouais. toi qui change mais et du coup moi j'ai souvenir des fois où je me disais, «Il me tarde d'arriver» quoi. Je me rappelle Mmh. c'était surtout en Italie. En Italie j'en pouvais plus quoi. J'étais en mode, il me tarde qu'un truc, c'est d'arriver à Rome et qu'on termine quoi. Parce que je sens que j'avais mis la barre sacrément haute quoi. Et en plus, avec cette façon de vivre l'aventure un peu à l'ancienne, ça fait aussi que c'est une difficulté sur certains points en plus parce que Ah oui, c'est, toute une organisation. Et moi, je voulais te exact. demander, c'était quoi quelle était la philosophie derrière ce choix, en fait, de voyager à l'ancienne pour ce pèlerinage? Montrer aux gens que,
il y a pas besoin que c'est un peu anticonformiste et c'est montrer que, qu'il y a pas besoin du qu'on peut se dispenser d'un confort, en fait. Alors là, on je sais très bien ce qu'on a envie de me rétorquer, c'est: «Oui, mais bon, tu es jeune, moi avec mes problèmes d'arthrose ou machin, je peux pas» ou «Moi j'ai un handicap, je peux pas». Genre, on me le dit souvent dans les commentaires, genre: «Oui, mais facile à dire quand on a la santé et tout» et j'ai envie de dire: «Bah, déjà, oui, oui, en effet, facile à dire quand on a la santé, mais c'est pas parce que j'ai la santé que je vais m'empêcher de faire ça. Justement, il faut que j'en profite tant que je le peux. Mais du coup, pour pas que ça soit en plus trop simple, pour pas que ça soit genre, par exemple, hein, dormir tous les soirs à l'hôtel, moi j'aime bien dire, mais non, regardez, tu peux dormir à la Belle Étoile. Comment faisaient les anciens? Ils n'avaient pas spécialement des gîtes ou des restaurants à chaque village. Donc, si ton repas, ben, c'est qu'une pomme que tu as ramassée en cours de route, ben, tant pis, ça sera que ta pomme. Tiens, l'exemple même, c'est les douches. Les douches, on en a pris zéro. On s'est lavé exclusivement dans les rivières, les lacs et les rivières. Donc des fois, c'était des eaux, qui pouvaient ressembler à de l'eau stagnante. Donc forcément, tu te dis: «Ah putain, c'est quand même pas agréable et tout», mais c'est pas grave. Tu te dis: «Beh, ça sera la prochaine sera mieux». Toute la lessive aussi, on transpire dans les vêtements, donc on est content de, donc la lessive, c'était aussi dans de l'eau, de rivière, de source. C'est tout ça. En fait, c'est montrer aux gens que qu'il y a tout dans la nature, qu'à la base on est, enfin moi je suis de cette théorie qu'à la base on n'est pas censé être, sédentaire quoi. On j'apprécie le confort, attention, hein, je suis pas en train de dire, «Plaquez tout, barrez-vous dehors». Je suis toujours content d'être assis dans un canapé, de regarder un film, d'aller manger dans un restaurant. Je crache pas sur ça, je dis juste que il faut pas c'est pas uniquement ça la vie. Pour moi la vraie vie, elle est vraiment avec les animaux, avec la météo, dehors, à sentir le froid, à sentir la pluie, à sentir la fatigue, à sentir la satisfaction quand tu arrives en haut d'une montagne et que tu as un coucher de soleil. Toi, c'est tout ça, c'est tout prend une autre saveur. Le moindre café qu'on buvait, pour moi, c'était les meilleurs cafés du monde, quoi. Et pourtant, c'est un café instantané un peu pourri, mais tu es juste content parce que tu es dans un champ, il y a des coquelicots autour de toi, il y a un monsieur le matin qui t'a amené des croissants et tu te dis, ben voilà, j'ai la meilleure vie du monde, quoi. Donc, c'est aussi montrer qu'il y a une part de nomadisme qui est pas soit l'un soit l'autre. C'est pas on est que nomade ou on est que sédentaire, mais qu'on peut trouver son équilibre entre les deux. Et en quoi ça enrichit ton expérience de vivre comme ça? Bon, c'est-à-dire que je me sens en accord avec moi-même. C'est-à-dire que je sentais que j'avais, comme beaucoup de gens, je pense qu'il y a un moment dans ma vie où j'étais pas heureux parce que j'étais pas là où je devais être. Mais vraiment, hein. Je te parle dans mon boulot, j'étais pas heureux. Avant d'être que vidéaste sur YouTube, j'ai fait de l'intérim, j'ai été barman, enfin j'ai fait divers boulots quoi, à droite à gauche. Et j'avais toujours cette genre de déprime au fond de moi. Et comme beaucoup au début, bah, tu te dis, bah, c'est le mal de notre époque. Tout le monde est un peu dépressif, tout le monde fait des burn-out, et en fait, à un moment donné, je me suis dit: «Mais il doit y avoir un autre truc». Genre, pour moi, la dépression, c'est quand on s'écoute pas, en fait. J'ai l'impression que quand tu essayes d'écouter la petite voix qu'il y a dans ton cœur, le petit truc qui te dit: «Putain, mais j'ai toujours voulu faire ça», et d'un coup, le mental arrive derrière. Le mental arrive et dit: «Ben non, tu pas l'argent. Ben non, tu une famille à t'occuper, tu peux pas te barrer et tout plaquer. Ben non, demain, tu as un dossier à rendre, tu vas» tu vois? Et quand tu fais éteindre cette voix, en fait, donc le mental, et que tu écoutes vraiment le cœur qui et ben là, en fait, tu touches du doigt vraiment ce qu'on appelle le bonheur, en fait. Parce que tu es aligné avec toi-même, tu as trouvé ta place, et donc moi, c'est ça que ça m'apporte. C'est en fait, quand il fait beau, au printemps-été là, je ne peux pas rester dedans. Je suis malheureux d'être devant mon ordinateur à faire des conneries de paperasse si je vois qu'il y a une belle journée, et du coup, comme je te disais, écouter son cœur, je me suis dit: «Bon, je laisse tomber l'ordi, je prends juste le téléphone, je vais faire des vidéos avec ça, on va se débrouiller, il y a une caméra, je peux télécharger des applications de montage, donc je peux continuer, ma passion qui est la vidéo. On va essayer de combiner ça avec, les randos, machin», et donc si tu veux, j'ai réussi à comme trouver un truc où je suis bien, ouais. Ça t'aurait permis de te connecter avec toi-même et avec la nature, environnante, C'est ça. tout simplement? C'est une sorte d'appel de la forêt quoi, un retour aux sources. C'est comme si tu veux, j'avais grandi dans une société, actuelle là où en fait on te fait croire que, faut aller à l'école, puis trouver un boulot, puis la belle maison, puis machin, le labrador, la piscine, le machin, et qu'au fond de toi tu te dises: «Ouais putain mais je sens que c'est pas ça quoi». Enfin moi en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu. J'avais l'impression qu'on me décrivait depuis tout petit un chemin de vie, genre, c'est ce chemin-là que tu dois prendre, mais qu'en réalité, il y a une part de moi qui me disait: «Mais je sens que c'est pas, dans l'ordre des choses, quoi».
et et depuis que j'ai fait ça, je me rends compte de l'absurdité du monde. C'est-à-dire que, bon, c'est une grande phrase ça, mais tout le monde connaît ça. Tous les gens qui sont partis faire des randos de plusieurs jours, connaissent ce sentiment de quand tu reviens, tu il y a une absurdité, hein, mais vraiment tu vas entendre des gens parler de leurs problèmes, tu te dis: «Mais pourquoi vous vous prenez la tête?» Enfin, il y a tout qui te paraît d'un coup, des faux problèmes. Différent. Ouais, Oui, différents, d'un coup, tu as un rendez-vous, avec ton banquier, tu te dis: «Mais qu'est-ce que je m'en fous?» En fait, tout te paraît d'un coup inutile parce que tu as été pendant un temps dans le vrai, dans ce qui compte vraiment et du coup, le reste te paraît bien fade, hein. Le retour dans ton train-train quotidien, et des fois, il est dur le retour, hein. ouais, ouais. Je vois surtout enfin là, toi en plus tu es parti sur des durées qui étaient vraiment longues et donc le retour dans la vie, réelle, on va dire, parce que c'est comme un rêve un peu qui se vit même s'il y a une routine qui s'installe. Ça reste quand même, tellement différent que, ouais, le retour doit vraiment être, impressionnant, en fait. Ce retour aux problèmes, ce retour à Au quotidien. l'information qui est tout le temps là, en trop peut-être? Enfin, beaucoup trop Oui, voilà, d'informations. c'est ça, tu as raison, ce retour dans l'actualité où d'un coup tu te dis, Ouais, c'est ça. «Ah oui d'accord, il y a une guerre ici», tu sais, il y a presque un côté égoïste au fond de moi qui me dit: «Ah oui, au fait, à la base, je m'en branle, quoi», tu sais, enfin, j'exagère, hein, Ouais, c'est pour un peu c'est ça. dans mes Mais c'est vidéos, loin, quoi. dans mes vidéos, il y a il y a vachement ce timbre un peu provocateur parce que justement j'essaye de réveiller les gens en mode: «Mais arrêtez de penser que la télé, c'est la vérité ou qu'il y a que telle vérité ou réalité». En fait, j'essaie de dire aux gens, ayez confiance en vous, lancez-vous et même des fois, sur un plan purement, heu, mental, enfin, il y a des gens qui, par exemple, se sentent mal dans leur peau. J'ai envie de dire que même s'ils sont pas, spirituels ou proches de la nature, qu'ils aillent juste marcher, ça va leur faire du bien. Déjà physiquement parce que c'est prouvé. Parce que quand tu marches, tu ça fait circuler le sang et du coup tu réfléchis mieux, tu as des meilleurs horaires de sommeil, tu es calqué avec la lumière du soleil et il y a un rééquilibrage qui se fait même sans le vouloir. Donc je le dis aux gens qui nous écoutent, même si, vous êtes pas du tout sportif ou que c'est pas votre délire la rando et tout, mais par contre si vous avez un problème quelconque, je sais pas, une rupture difficile ou vous voulez vous remettre en question dans votre couple ou je sais pas quoi ou avec votre boulot ou vos familles, juste partez marcher, vous allez voir, il y a une bonne partie des problèmes qui se règlent d'eux-mêmes, hein, vraiment, Est-ce que tu peux nous partager un moment, significatif peut-être où tu t'es rendu compte de quelque chose pendant un de tes pèlerinages, pardon? Oui, ça a été ma première rando avec un âne, donc c'était le chemin de Stevenson dans les Cévennes. Donc D'accord. Steve Robert Louis Stevenson, c'est un écrivain, qui au 19e siècle, a traversé, les Cévennes avec un âne. Il en a écrit un livre et du coup actuellement, c'est un livre du coup qui est assez connu dans le milieu littéraire, Robert Louis Stevenson et du coup je m'étais dit: «Bah tiens, je vais faire la rando qu'il a faite». Donc j'avais juste tapé sur internet, rando, j'avais vu le point de départ, donc c'est le Puy-en-Velay, comme Compostelle d'ailleurs et je m'étais dit: «Je vais la faire comme lui», donc dans des vêtements à l'époque du 19e siècle et tout. Donc là aussi, ça a été une des premières fois où vraiment je me suis dit: «Aucun objet moderne qui vienne de Decathlon ou Quechua ou je sais pas quoi, aucun matériel moderne, je prends que du vieux matos» OK. et je me suis dit: «Ça serait bête de pas faire ça avec un âne» et du coup, j'ai trouvé une personne qui loue des ânes. Je lui ai dit: «Est-ce que je peux te louer un âne le temps de 2 semaines de faire la rando?» Il m'a dit: «Oui», machin et du coup, j'ai marché avec mon âne et pour répondre à ta question, ça a été à peu près à mi-parcours. En fait, je j'arrivais dans un petit village avec mon âne, hein, ça faisait déjà une bonne semaine que je marchais et je sais pas, j'ai eu comme cette petite révélation de: «Mais en fait, je suis heureux là». Genre, vraiment c'est-à-dire que quand je suis parti faire la rando au début, j'étais dans une optique, youtubeur. Je m'étais dit: «Je vais filmer mon aventure et ça me fera une belle petite vidéo avec, Céleste qui est partie, marcher avec un âne». Mais en fait, au fur et à mesure que je marchais, il y a vraiment un truc qui m'a touché. Je me suis dit: «Mais en fait, c'est ça que je veux faire, quoi». Si tu veux, j'en avais les larmes aux yeux, j'étais trop bien. Si tu veux, il y avait le soleil, j'arrivais dans un petit village, il y avait mon âne qui me suivait, et j'étais juste en train de marcher et je me disais: «Mais si cette journée aurait pu se répéter, à l'infini, avec grand plaisir». Je sais pas, j'étais juste heureux de traverser des forêts, de dormir dans des champs, me réveiller avec mon âne, marcher et je me disais: «En fait, je crois qu'il m'en faut pas plus, quoi» et vraiment ce jour-là, je me suis dit: «OK, je veux tout faire pour que ma vie soit ça» et du coup, après, la suite, c'est que j'ai rendu l'âne que je louais parce que c'était de la location et dans la foulée, je m'en suis trouvé un à moi que j'ai adopté
et là, j'ai continué et puis voilà, après le train-train était lancé, mais ouais, je me rappelle de je sais pas pourquoi ce souvenir-là, m'a marqué de ouais, je suis trop bien là, je impossible de revenir en arrière, quoi. Impossible de revenir en ville et de reprendre ma vie d'avant, quoi. Je veux tout faire pour, continuer cette vie-là, quoi. Le déclic. Oui, le déclic, c'est ça. Un peu comme si tu veux, une personne qui aurait un boulot, fatigant, se prendrait, 2 semaines de vacances en mode: «Bon là pendant 2 semaines, je vais partir randonner» et qu'à mi-parcours de sa randonnée, il prenne conscience que: «Non mais en fait je revais pas bosser. En fait, que je plaque tout et je continue de marcher». Tu vois? C'est un peu ce qui s'est passé. C'est un peu d'un coup, il y a eu ce truc de: «Non mais impossible de revenir en arrière, c'est bon». Tu sais d'un coup ton patron t'appelle et tu dis: «Non mais c'est bon, flûte, tu, m'appelles plus, je suis plus là, je suis dans la nature quoi». C'est terminé. Ouais, c'est terminé ou au pire, on verra plus tard. C'est-à-dire que moi, souvent, on me disait: «Oui, mais quand tu vas revenir, heu tu vas vivre de quoi? Machin» ou je sais pas, ou «Cet hiver, tu vas faire quoi? Tu seras encore dehors avec ton âne et tout?» et beh, on verra et ça fait partie aussi de ma philosophie. Heu, on verra, chaque chose en son temps, ça sert à rien de vivre dans le passé, ça sert à rien non plus de vivre dans le futur, c'est, vivre l'instant présent. Ça, c'est une phrase qu'on entend souvent, mais vraiment ce truc, je fais ça, je savoure pour le moment et lorsque le problème se présentera, lorsque je devrais, parce que l'hiver sera rude, changer mes plans, beh, je changerai mes plans. Mais je vais pas m'empêcher de partir dans un quand je suis parti faire Stevenson, je ne savais pas moi, dans ma tête, je revenais 2 semaines plus tard. Je ne savais pas que j'allais acheter un âne et continuer pendant 5 mois derrière et rencontrer, la femme de ma vie ensuite. Est-ce que enfin, tu vois ce que je veux dire? Et que et que du coup, de cette rencontre allait découler, l'année d'après, d'aller à Rome, tu vois ce que je veux dire? Enfin et du coup, c'est ça, en fait et d'ailleurs, pour info, quand je pars en rando, depuis ce jour, je n'organise plus. Je ne me dis plus: «Je pars une semaine» ou je reviens dans 3 semaines», non, je en fait, je fais en sorte que quand je parte, il y ait rien d'organisé. P Comme ça, la rando peut aussi bien durer une semaine que 6 mois. Je ne peux plus partir en me disant en ayant un pas un compte à rebours, mais une deadline, une date limite. Si tu veux, si demain je pars en rando en me disant: «Bon, dans 2 semaines, il faut que je rentre», je profiterai pas de ma rando. J'aurais l'impression de j'aime bien me laisser une sorte d'imprévu et de possible, que tout est possible. Je sais pas, n'importe quoi, imagine, tu rencontres quelqu'un qui dit: «Ah ben moi je vais à tel endroit, ça te dit de venir?» «Ouais, OK». Tu vois, c'était pas prévu, mais ouais, d'accord. Ou je sais pas, sortir du chemin. Tu avais prévu de faire tel GR, puis d'un coup, tu es plus attiré à gauche parce que la montagne, est belle et tu dis: «Bah tiens, je vais aller faire ce détour». Puis c'est un détour qui se rajoute une semaine. Tu vois, j'aime bien ce truc de on se De laisse le tout temps écouter. et d'ailleurs quand Charlotte m'a rejoint dans l'aventure, c'est un des premiers trucs que je lui ai dit. Je lui ai dit: «OK, mais prévois rien non plus, quoi. Tu vois? Genre, qu'on soit libre parce qu'aussi il y a cette possibilité-là que, imagine la rando nous plaise pas, qu'on puisse dire: «Bon allez on arrête, on rentre, c'était une mauvaise idée». Tu vois? J'aime bien cette porte de sortie en fait, qu'à tout moment je peux changer mes plans ou arrêter ou continuer, voilà. La liberté, en fait. C'est Voilà, la vraie liberté, de s'écouter, de prendre les opportunités qui arrivent et qui repartent, au lieu d'être exactement. bloqué, en fait, dans un seul et même plan. C'est ça, c'est une liberté qui est donc une charge mentale que tu t'enlèves et du coup tu es ultra heureux parce que tu en arrives aux besoins simples. C'est genre où est-ce qu'on dort, qu'est-ce qu'on mange et qu'est-ce qu'on boit, quoi. Tu sais, parce que vraiment je m'aperçois qu'en rando, tu en arrives vraiment au truc de la survie de base, quoi. C'est marcher, c'est marcher tant qu'il y a du soleil, donc tu sais, la lumière redevient ultra importante, se lever tant qu'il fait pas trop chaud, esquiver la pluie, parce qu'il y a aussi ça, enfin, je sais pas comment dire, c'est comme si tu te reconnectais aux choses tellement évidentes, aux choses normales, quoi. Mmh. Ouais, je vois, complètement C'est un peu et vider son sac. je voulais te demander, comment est-ce que tu as fait, lorsque tu t'es rendu compte de tout ça, sur cette rando, pour ensuite, t'écouter réellement sans écouter tes peurs, sans écouter ta raison? Pour te dire: «OK, moi je veux vivre mon propre chemin et je veux plus qu'on me dise, ce que je devrais devenir», alors que tu avais pas envie. Mmh. C'est une très bonne question, je te remercie de la poser. C'est avant de partir que j'ai eu ce déclic. C'est-à-dire qu'en fait,
c'est pas pendant que je marchais que je me suis dit, «Oh maintenant, j'écouterai que moi, plus personne me conseillera». Non, c'est pas ça. En fait, c'est avant. Avant de partir en rando, j'ai eu une période assez, compliquée dans ma vie pour des raisons, diverses, hein, que ça soit des deuils, des problèmes familiaux, des problèmes de santé, de maladie. Il y a eu en fait une accumulation de couilles, excuse-moi du terme. Ouais, Il y a pas une de souci. accumulation d'ennuis qui m'ont fait craquer, en fait, qui m'ont fait dire: «Non mais là je supporte plus, en fait». Je ne supportais plus, si tu veux, ma vie, en fait. Je savais plus, j'ai presque envie de te dire, c'est un peu violent ce que je vais dire, mais c'était soit ça, soit le suicide, tu vois? Je j'arrivais plus Il y avait à plus de à sens. à me sortir de la torpeur dans laquelle j'étais et le pire, c'est que plus je chouinais, plus je me plaignais de: «Ah fait chier, encore des problèmes, ça va être» je me levais le matin en me disant: «Ça va être quoi aujourd'hui, quoi?» Vraiment, j'ai l'impression qu'il y a un moment donné là, c'était couille sur couille et pour moi ça, c'était un signe de l'univers, du cosmos qui me disait: «Céleste, c'est parce que tu n'es pas, heu, là où tu dois être. Tu n'es pas heureux parce que tu ne t'écoutes pas» et du coup, c'est vraiment quand je suis arrivé au bout de ce gouffre-là, quand on dit, «Tu es au fond du gouffre, mais creuse encore, tu peux descendre». Moi, c'était vraiment ça, je pouvais plus creuser là, j'avais atteint le truc, je me suis dit: Ouais, «Allez c'était stop, trop. arrête de te plaindre, sors-toi les doigts et go» et du coup, vraiment, sac à dos machin, «Ah bon, tu pars Céleste?» Tu sais la famille qui comprend pas d'un coup ton pétage de câble, quoi. «Oui, oui, machin, mais tu reviens quand? La semaine prochaine?» «Oui, oui, on verra, ciao» et boum et là, en fait, j'ai presque envie de te dire, j'allais mieux mais le 1er jour de marche. Genre d'un coup, il y avait plus de problème, hein et là, je me suis dit: «Mais voilà» et du coup, c'est ce contraste entre moi qui allais pas bien et moi qui allais bien, qui m'a fait dire: «Non, maintenant je veux faire que ça». Je veux plus ressombrer là-dedans, quoi. Ouais. En fait, tu avais pas de peur plus que tout ce qui t'était un peu arrivé, pendant cette période-là? Parce que rien ne t'a arrêté au final? Non, rien Ni ne la m'a arrêté. peur, ni la raison? Non, c'est qu'en fait, je suis même parti, tu vois, sans argent. Enfin, je parle de l'argent parce que je sais que c'est aussi un truc, ça, les gens, ils se disent: «Oui, mais quand on part comme ça plusieurs mois, c'est bien que tu as un compte en banque ou que tu as un héritage, enfin, c'est bien que tu peux te le permettre». Mais non, parce que justement, moi, dans mes vidéos et ça, il y a plus de 300 vidéos qui le prouvent sur ma chaîne, je montre qu'on peut partir avec 0 sou en poche. Moi, vraiment, quand je suis parti, j'étais à découvert, j'avais pas de thunes, je savais pas de quoi demain sera fait, en fait. Et justement, paradoxalement, c'est en filmant mon aventure, en montrant que regardez, j'ai pas de thunes et donc si je le fais, vous pouvez le faire aussi, que ma vidéo a bien marché. Du coup, la vidéo du lendemain aussi et qu'après il y a eu un petit effet boule de neige qui fait qu'après, YouTube a commencé à me ramener un peu d'argent et du coup, cet argent, je me suis dit: «Bon, maintenant, j'ai une petite base, pécuniaire pour repartir dans une prochaine aventure» et donc en fait, là, c'est bon, j'ai pas besoin de plus. J'ai trouvé un équilibre, tu vois? Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, je n'ai pas attendu d'avoir l'argent pour partir. Non, je suis parti et du coup, l'argent est venu se joindre à ça pour, mais même ça, je prends ça comme un signe de la vie, tu vois? C'est que pour moi, c'est comme si on me disait, «Voilà, tu as trouvé ton chemin, donc maintenant on t'aide, financièrement». Alors quand je dis «on», ça peut être, qui veut. Ça peut être les anges gardiens pour certains, la vie, la nature, ça peut être Dieu, ça peut être, les guides spirituels, ça peut enfin, après chacun dans le «on», ça peut être le destin, ça se trouve pour certains, ça sera juste du pur hasard, mais c'est ça, en tout cas, c'est un truc que tu te fais à toi-même. C'est une sorte d'effort que tu te dis, «Allez Céleste, je me lance quoi». Ou «Allez Lucie» ou «Allez, Mathéo», n'importe quoi, mais «Allez», c'est quand en fait tu te parles à toi-même et que tu te dis: «Allez mon petit père, go quoi, te laisse pas abattre», c'est comme si tu te tendais une main à toi-même et comme dit l'expression: «Aide-toi et le ciel t'aidera» quoi. Comment tu gères, l'influence de ta vision du monde, justement par rapport à tes croyances, à la spiritualité et ton propre chemin de vie? Comment tu veux dire sur l'influence sur les réseaux? Non, pas forcément, mais l'influence, de tes pèlerinages sur tes croyances justement, cet effet boule Ah de oui. neige, papillon et comment ça influence derrière, ta vision du monde, et ton propre chemin de vie? Et beh, pour revenir sur ce que je disais, j'ai l'impression que quand j'étais dans la période un peu trouble, obscure, là où j'allais pas bien, j'ai l'impression qu'un problème en amenait un autre et que j'étais donc coincé dans un cercle vicieux, un truc qui te tire vers le bas
et plus tu te tires vers le bas, plus ça t'amène vers le bas. Enfin, il y avait un truc. Alors que quand je me suis mis en route, il y a eu au contraire un cercle vertueux où plus j'allais de l'avant et plus j'avais des coups de main, des rencontres improbables, qui avaient comme une aide. Et c'est là où il y a eu une énorme influence sur ma croyance ou ma spiritualité, c'est que je me suis vraiment pas senti seul. Quand je partais, je me suis senti, comme accompagné, mais accompagné, pas d'un esprit qui marche à côté de moi ou que sais-je. Non, accompagné d'une sorte de force, une volonté qui me montrait que c'était le bon chemin. Alors moi, j'appelle ça dans mes vidéos, j'appelle ça les synchronicités. Les synchronicités, en fait, pour ceux qui l'ignorent, c'est ce petit truc qu'on a tous déjà vécu, c'est, tu sais, tu penses à quelqu'un. «Ah tiens, qu'est-ce qui te vient, Benoît?» Et puis hop, téléphone sonne et c'est justement Benoît qui t'appelle. C'est ça une synchronicité, c'est tu étais en train d'y penser et tiens, ou c'est genre, je sais pas, c'est n'importe quoi, tu vas regarder un documentaire sur, les flamants roses et puis d'un coup tu sors dehors et tu vas croiser un flamant rose alors que tu en avais jamais vu, pendant 15 ans, tu vois? Et tu dis: «Ah c'est marrant ce truc, je viens de voir un documentaire», et en fait pour moi, ça c'est comme des petits panneaux, des panneaux de signalisation qui te montrent le chemin, qui te disent: «Oui, continue, c'est bien par là». Après ça, c'est mon interprétation, chacun y voit, je veux dire, des fois, il y a des synchronicités où il y a peut-être rien à comprendre aussi, tu vois? C'est parce que je mets des prends des pincettes parce que souvent, il y a des gens qui après, sont un peu perdus spirituellement et qui du coup, en attendent beaucoup de ça. Moi, je vois dans mes commentaires, ils me disent, «Hey Céleste, il m'est arrivé ça, j'ai perdu mes clés». Je me rappelle d'un quelqu'un me dit: «J'ai perdu les clés de la maison. Pourtant, j'ai essayé de rester dans une bonne onde positive. J'étais persuadé de les retrouver, mais je les ai pas retrouvés. Donc c'est de la merde tes synchronicités». Tu sais, d'un coup, le mec, il me reprochait, «Ouais, en fait, c'est nul tes conseils». Mais en fait, ça, c'est parce que je pense que c'est après chacun a son interprétation à en faire. Moi, c'est quand je marche dehors et que je vois des petits signes qui me montrent que je suis dans ma voie, sur le bon chemin et qu'il y a quand même quelque chose qui me dit: «Oui, oui Céleste, continue, vas-y», ben ça me renforce ma croyance finalement, ça me renforce ma foi et comme je te disais, on se sent jamais seul. Enfin, pour te donner un exemple matériel, vraiment concret, un jour, je marchais avec 2 pèlerines que j'avais rencontrées sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et je parlais de tout ça avec les pèlerines. Je leur parlais de synchronicité, de trucs, mais ayez confiance en la vie. Elles dormaient tous les soirs dans des gîtes. Donc les gîtes, c'est des genres d'hôtels, en fait, tous les soirs. Donc elles avaient réservé, 1 semaine à l'avance, donc leur truc était ultra programmé. Tous les soirs, elles savaient qu'elles avaient leur repas et leur lit et leur douche et d'un coup, elles me croisent et puis là, elles comprennent pas. Elles se disent: «Mais c'est quoi ce mec, il marche, il dort dehors, il flotte, il est sous la pluie, le lendemain il s'est pas douché», mais en même temps, ça leur intriguait parce que du coup, elles se sont dit: «Bah merde, nous on a l'air un peu con là, dans notre confort tous les soirs, alors que lui, il fait ça vraiment à la rude». Et du coup, elles m'ont dit: «Est-ce qu'on peut marcher avec toi? Est-ce que demain on peut marcher avec toi? Et si on est motivé, on passera aussi une nuit, à la sauvage», tu vois? Moi, j'étais: «Ah oui, OK». Et donc là, on marche et je voyais que la nuit commençait à tomber et limite, on voyait au loin un orage, tu sais? Et donc je voyais que plus on avançait, plus elle commençait un peu à se décomposer en mode, «Ah, mais merde, il y a pas de gîte dans le village où on va ce soir, mais ah», et tu sais, je sentais que d'un coup, c'était, elles étaient contentes d'avoir marché la journée, mais quand d'un coup, la nuit arrivait avec l'orage au loin, elles commençaient à se dire: «Ah, peut-être qu'on va te laisser dormir tout seul dehors, on va se trouver un truc». Et moi, je leur avais dit vraiment, et je suis le premier étonné, hein, je leur avais dit: «Je suis sûr que ce soir, on va trouver, un truc. Il y a quelqu'un qui va nous proposer». Et elles étaient là: «Oui, enfin bon, avec tes synchronicités, Céleste, tu bien beau, machin, tu bien gentil et tout». Mais on arrive dans le village, il y a une voiture qui s'arrête, le mec ouvre sa fenêtre, il fait, «Ah mais vous êtes des pèlerins, mais il est tard», tu sais, il faisait nuit et tout, hein. «Vous dormez où ce soir?» Et moi je fais: «Bah, je sais pas, on va aller voir vers l'église». Des fois les églises, elles sont ouvertes, on peut se permettre de dormir dedans ou à l'abri s'il pleut. «Ah bon d'accord, bon allez ciao», il part. Donc là les nanas, se disent, «Ah putain, j'avais cru qu'il allait nous proposer d'aller chez lui et tout», et moi je leur dis texto, je leur dis: «Je suis sûr qu'il va rentrer chez lui, aller voir sa femme, il va dire: "J'ai vu 3 pèlerins dehors, il pleut, ils sont en galère, est-ce que ça te dit pas qu'on leur propose"?» Et les filles se marrent, de mon scénario fictif, elles se disent: «Ah ouais, ça serait trop bien». Et beh, je te jure sur ma vie, c'est ce qui s'est passé au mot près, alors que je pouvais pas le deviner. Enfin, et même moi, j'étais choqué de la précision du détail que j'avais pu avoir. Et
Pourquoi j'ai eu ça? Mais parce que ça faisait déjà plusieurs mois que je marchais et j'étais dans cette optique ultra positive où la synchronicité me si tu veux, il t'arrive presque ce qu'on pourrait appeler des miracles, tellement tout le temps que tu les vois même plus et là, c'est vraiment ce qui s'est passé et là, mais une des meilleures nuits de qu'on a eues. Le mec est revenu: «Bon, beh, venez, j'en ai parlé à ma compagne, on vous invite ce soir». Donc on a eu le repas chaud. Pire que Trop ça, génial. on a eu la douche évidemment, parce qu'il avait des douches chez lui, mais mieux, il nous a carrément filé une chambre où il y avait genre un sauna et un spa. Tu sais, le truc qui arrive pas, enfin, tu es pas censé trouver, comment te dire? Même dans le meilleur des gîtes, tu trouves pas un sauna et un spa, i et du coup, même les filles avec qui j'étais, elles en revenaient pas. Elles étaient là: «Mais c'est incroyable, mais plus jamais on ira dormir dans des gîtes», parce qu'elles ont vu vraiment la mise en pratique de ça, quoi, de cet état d'esprit où tu marches, tu pars et tu fais confiance en la vie et quand bien même cette personne serait pas revenue en voiture, beh, c'est pas grave, on aurait dormi ça se trouve, on aurait eu un autre truc. Il y aurait eu une autre proposition où Mmh. on se serait, serrés les uns contre les autres dans la tente et ça nous aurait créé un excellent souvenir. Enfin, il y a du bon à tirer dans toutes les situations, en fait. Mmh. Avec les rencontres aussi beaucoup, tu en parles beaucoup là depuis le début de l'épisode, mais comment ces rencontres-là avec les habitants locaux, les autres pèlerins et tout ça, enrichissent, elles, ton voyage de manière générale? Les rencontres, au début, quand je suis parti faire Compostelle, je voulais absolument être seul. Et pour résumer, on va dire que toute la partie française, parce que du coup, le chemin de Compostelle, tu fais la moitié en France, puis l'autre moitié en Espagne. Je voulais vraiment être seul parce que j'avais besoin de cette solitude. Pour moi, je partais pas faire des colonies de vacances et c'est d'ailleurs souvent ce que j'ai un peu tendance à reprocher à de nombreux pèlerins. Bon, ouais, reprocher, c'est un grand mot, mais pour moi, tu pars pas faire un pèlerinage si tous les soirs, tu retrouves tes copains de beuverie, si en gros tous les soirs tu refais ce que tu fais chez toi, en fait. OK. Et ça, il y a tellement de pèlerins, heu, enfin «pèlerins» à prendre entre guillemets, qui si tu veux, ils font ça juste pour le côté, «Ah bah, tous les soirs c'est bonne bouffe, ça nous fait des vacances» et finalement quand ils rentrent chez eux, j'ai l'impression qu'il y a zéro évolution. Qu'en fait ils sont partis marcher, mais ils auraient pu partir, en vacances, à la grande motte que ça aurait été pareil, tu vois? C'est-à-dire que pour eux, c'est juste une distraction diverse, quoi. Alors que pour moi, quand tu fais un pèlerinage, il y a vraiment un truc d'introspection, un travail à faire à l'intérieur. Alors après, je vais pas juger, chacun fait son chemin comme il a besoin, mais moi, j'avais besoin de cette solitude et je voyais bien qu'au début, en France, beaucoup de gens essayaient de se greffer à moi. «Ah, tu marches tout seul? Bah, attends, je vais marcher avec toi» et moi, je disais: «Non», enfin, je disais pas non, je disais: «Oui», je marchais 1 heure, puis après je disais: «Bon allez, moi je continue», ou je faisais exprès de ralentir pour, laisser le marcher devant. Je voulais être seul parce que je voulais, être avec les arbres, les oiseaux, je voulais être avec mes pensées, je voulais être seul. Sauf qu'après, ça s'est, retourné contre moi ou c'est pas tant retourné, c'est juste que je suis passé dans un second chapitre où c'est bon, j'avais eu ma solitude et je voulais, bah, c'était l'inverse. Sur la partie espagnole, j'avais envie de contact. J'avais envie de rencontres, je donc là, j'ai marché, toute la partie espagnole avec vraiment une équipe de on était, 3, 4, 5, ouais, on était 6. Donc vraiment là, 6 compagnons de route comme dans un film, quoi. Tu pars tout seul, tu as ton premier la communauté, tu vois? La communauté de l'anneau, quoi. Tu rencontres, l'elfe, le nain, le druide, le sage, et tu pars marcher comme ça et là, c'était génial, quoi. Parce que, bah, tu rencontres des gens, chacun il va de sa petite anecdote et finalement, j'ai eu besoin des 2. J'ai eu besoin de me connecter avec la solitude du divin, c'est-à-dire le trouver la lumière en moi tout seul et non pas dans l'autre, dans la distraction des autres et après, une fois que j'ai pu m'équilibrer, que j'étais droit dans mes pompes, j'ai pu m'ouvrir aux autres qui eux aussi avaient fait leur travail de leur côté et du coup, on a terminé en fanfare tous ensemble et du coup, beh, oui, la rencontre est importante parce que c'est toujours le soutien, le réconfort. Tu t'endors plus tout seul dans ta tente, tu as des amis, puis tu te motives. Tu te motives. D'un coup, il y en a un qui dit: «Eh, demain, ça vous dit pas, on se lève à 5 heures et on fait, 60 bornes», enfin 60 bornes, j'exagère, «On fait 40 bornes». «Ouais, OK», alors que d'habitude, tu en fais que 20, et il y a ce truc de l'élan qui est très porteur et je pense que ça, c'est un peu la morale qu'on trouve dans beaucoup de livres ou de films, oui, seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin, quoi. Et c'est vraiment ça, quoi. Tu c'est vraiment ça, quoi. Ouais, ouais. Est-ce Je qu'il y sais a pas si d'autres j'ai répondu à enseignements? Est-ce qu'il y a d'autres enseignements ou leçons comme ça que tu as tirées de tes expériences? je sais pas si c'est un enseignement, mais j'ai remarqué quelque chose, c'est que
le confort et les efforts s'oublient très vite. Alors je m'explique, c'est-à-dire que j'ai beau être parti marcher 5 mois, donc il y a vraiment une évolution. Au bout de 5 mois, tu es dans un tout autre tu es pas le même, hein. Tu es plus la même personne. Ta manière de penser est différente, ta manière de manger, même physiquement, tu vois? Moi, je fonds en rando, je perds du poids, tu vois? Donc je suis beaucoup plus dessiné. En même temps, je suis beaucoup plus dynamique aussi parce que du coup, tous les jours, tu marches et tu es très sportif. Souvent, tu te dis, «Waouh, impossible que je reprenne ma vie d'avant et tout», et en fait, je m'aperçois que très vite, le quotidien revient avec tes mauvaises habitudes, tes mauvais, hem tu vois, très vite, moi, quand je rentre à la fin d'une aventure et que je vois qu'au bout d'une semaine, c'est comme si ces efforts étaient déjà partis, hein. Que les 6 mois là, et quand je parle d'efforts, je parle d'efforts même, de travail intérieur. Je sais pas, je dis n'importe quoi, tu es quelqu'un d'impatient, tu pars marcher 5 mois pour travailler ton impatience, pour te dire: «J'aimerais être quelqu'un de plus bon et juste et donc de plus patient». Imagine au bout des 5 mois, tu y arrives, tu dis: «Ah voilà, je suis la personne que je voulais être». Mais j'ai l'impression que dès l'instant que tu reviens dans une vie plan-plan, rangée avec tout le confort et tout, tes vilains défauts reviennent. D'un coup, tu redeviens impatient, et moi, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai remarqué, que très vite, on peut retomber dans ses vieux travers, quoi. Est-ce que tu arrives à, enfin, tu as des petits trucs que tu appliques dans ta vie quotidienne quand tu reviens, qui te permettent de rester un peu connecté au toi en randonnée, au toi pendant tes voyages? Ou est-ce que vraiment il y a ce truc-là de c'est plus possible, c'est compliqué, quoi? Si, ouais, je vois ce que tu veux dire. J'essaye, je sors tous les jours, en fait. Tous les jours, je sors dehors et je vais marcher. C'est pas une randonnée, là, c'est vraiment une balade, mais tous les jours, j'ai ce besoin d'aller me retrouver dans le dehors, même s'il pleut, même s'il neige, il y a ce besoin de comme si ça me manquait, en fait, c'est comme une drogue, hein. Ouais, l'appel de la nature. Ouais, c'est ça, si tu, un exemple, en ce moment, je suis en train d'écrire un petit livre, parce que c'est une demande. C'est-à-dire qu'il y a une maison d'édition qui, suite à mes vidéos sur YouTube, m'a contacté et m'a dit: «Voilà, on aimerait que tu écrives un petit livre». OK, C'est pas un super. roman, hein, c'est vraiment un petit manuel sur la survie et la randonnée et tout. Donc je suis en train d'écrire ça. Et beh, tu vois, j'avoue que j'ai du mal. Je vais pas te mentir, je suis devant mon ordi à écrire, et puis par la fenêtre, je vois qu'il fait beau et j'ai vraiment du mal, quoi. J'ai vraiment du mal. Je n'arrive plus à rester là assis, j et du coup, ça fait que je retarde vachement le truc. Donc ça fait que, bon, il fait beau, j'écrirai mon livre demain. S'il pleut, puis si le lendemain il pleut pas, je l'écris toujours pas, et du coup, j'attends un peu les moments, nuls, tu sais? Genre, bon, aujourd'hui il pleut, il fait froid, allez, je me force à écrire le Vraiment, il y truc. a pas le choix, quoi. Ouais, il y a pas le choix, ou alors c'est genre, des fois je me lance à des, tu sais, il est 1 heure du mat et j'essaie de me motiver d'un coup. Allez, 1 heure du mat, c'est bon, allez, je vais essayer d'écrire un chapitre, et du coup, tu vois? Mais ça, je pense que c'est juste un manque de discipline en vrai, c'est juste ça. Ouais. C'est comme s'il y avait plus d'excuses, quoi. Mais j'ai Il toujours fait été comme nuit, il y ça. aura rien à voir, quoi. Même à Ah oui, OK. l'école, j'avais toujours besoin d'attendre tu sais, le dimanche soir pour faire mes devoirs du lundi. Je suis celui qui attend la dernière limite pour faire les trucs, quoi. OK. Ouais, ouais, ça, c'est une façon de voir les mais il y en a plein qui sont comme ça. Tu vraiment pas le seul, je pense que Mais parce que, ouais, non, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, mais honnêtement, moi, je pense, j'ai réfléchi à ça, je me suis dit: «Mais d'où ça vient?» Mais c'est parce qu'en fait, dans l'urgence, tu le fais, et le pire, c'est que souvent, je m'aperçois que je le fais même mieux. Parce que du coup, vu que tu es urgent, tu t'y appliques vraiment, donc d'un coup, il y a 100 de ta concentration qui est sur ça. Alors que quand il y a un côté non urgent, quand tu dis: «Bah, ça va, j'ai le temps», tu le dilues. Tu fais un peu 10 par-ci, 10 par-là. Alors que dans l'urgence, tu pas le choix, donc il y a un côté à 100 quoi. mmh. Ouais, ouais, je vois. Mais tu es pas le seul à me dire que ça, j'en ai déjà entendu parler, je trouve ça rigolo, cette manière aussi de faire ça dans le rush, mais en même temps, ça te permet à toi de profiter Ouais, et de le faire, quoi, sans après tu as honnêtement, plus d'excuses. ouais, c'est ça. Je sais pas si c'est bien, parce qu'il y a des trucs, tu vois bien ce soir pour s'organiser notre rencontre là. Le problème des gens comme ça, là, qui sont un peu comme moi, c'est qu'on est presque pas fiable. C'est ultra galère. Tu fixes un rendez-vous, puis d'un coup le jour J, ah ben non, finalement je suis parti en rando, donc ça m'arrive.
j'essaye de pas le faire, mais ça peut arriver du coup, tu poses un lapin à quelqu'un ou le rendez-vous que tu devais aller, ben, tu l'annules ou tu le décales et du coup, ça fait que c'est super dur d'organiser des choses sur le long terme. Moi, par exemple, une question que je redoute, c'est quand on me dit, «Ah, tu seras disponible au mois de juin, on va faire ci». Impossible de répondre à ça. Je dis: «Ben, on verra. On verra au mois de juin où je suis, en fait», tu vois? Ouais, c'est ça, en Donc fonction. il y a pas que du bon dans ce côté, heu, je prends mon temps. J'ai plus le terme exact là, procrastiner. Il y a pas que du bon là-dedans. Non, non, c'est sûr. Mais je trouve que ça rejoint vachement, en fait, tout ce que tu disais avant, comme quoi, bah, maintenant tu t'écoutes et du coup, peu importe, ce que tu dois faire, tu vas t'écouter en premier et ce que tu veux vraiment faire en premier. Donc ça rejoint un peu toute cette personnalité-là, que tu as. T'as tout compris. En fait, c'est d'un coup, tu te rends compte que c'est ultra cohérent. Tu te dis, ah ben oui, c'est plus un masque que je joue, c'est plus le costume de la société que j'enfile, c'est vraiment moi-même, je suis comme ça. Le problème de ça, c'est que du coup, il faut t'entourer des gens qui sont soit dans le même état d'esprit, qui ont cette même logique, ou soit qui acceptent cela. Parce que si par exemple, tu es une personne non organisée entourée de gens organisés, tu vas être un fardeau pour eux. Ils vont se dire, mais lui, il prévoit jamais rien. Et à l'inverse, une personne ultra organisée qui va être entourée de gens non organisés, elle va être malheureuse, cette personne. Elle va se dire, mais qu'est-ce que je fous avec. Tu vois, donc il faut s'écouter, mais aussi, voilà, en fonction des choses, il faut aussi respecter l'autre. Moi, je sais que maintenant, quand je dis quelque chose à quelqu'un, je m'y tiens. Donc là, pour le coup, je me mets une rigueur parce que Mmh, je n'ai pas envie d'être cette chose qui vole au vent, insaisissable, et sur qui on ne peut jamais compter parce que, oh, il est toujours à droite à gauche et machin. Non, mmh, donc, ça fait partie des choses que je me suis appliqué à moi-même. Donc, ça peut répondre à une des questions que tu m'as posées tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai appris? Ben, j'ai appris ça, par exemple, à quand je dis, je fais. Donc, si par exemple, je ouais, dis, tiens, demain, je m'occupe de ça, et ben, hors de question que je procrastine, quoi. Le lendemain, je me lève, j'y vais. Si je dis à quelqu'un, oui, je viens de chercher à la gare, il peut compter sur moi, tu vois. Je vais pas le laisser en plan. Ah merde, j'ai 1 heure de retard, j'arrive. Non, mmh, j'essaie de me OK, fixer je vois. parce que sinon entre guillemets, «le monde s'écroule» sinon. Si tu commences à donner ta parole et que plus personne s'y tient, donc tu es obligé de si tu veux un monde meilleur, commence à balayer devant ta porte et du coup, moi, ma porte et beh, c'est moi-même et donc je décide de me montrer comme une personne sur qui on peut compter, qui est, ponctuelle, qui est là et organisée, malgré ma non-organisation pour justement, que le monde tienne debout parce que et si chacun fait ça, en fait, on s'en sortira mieux, quoi. Enfin, en fait, faut arrêter constamment de compter sur les autres en se disant: «Bah, bon, il ramassera les poubelles à ma place, il fera» non, en fait, à un moment donné, il faut, t'occuper de tes affaires et si chacun s'occupe des siennes, beh, voilà, la cohabiter tous ensemble est possible. C'est une belle, leçon à retenir, je pense. Ouais, ouais et en ça, c'est pour ça que, comme on parlait un peu plus tôt, le marcher avec un groupe, est aussi utile à ça. Tu t'aperçois que chacun va trouver sa petite place dans le groupe et donc c'est respecter l'autre avec ses choix, ses envies, à condition que lui aussi respecte les tiennes, en fait. Il doit pas y en avoir un qui impose son style à l'autre. Non, on est fait pour vivre en communion, je Oui, c'est pense. ça. Mmh, ouais. Mais le souci, je te donne un exemple, c'est que quand toi tu as pris un chemin, par exemple spirituel, où tu as eu ce qu'on appelle un éveil, où tu as compris des choses sur toi-même ou sur le fonctionnement du monde ou je sais pas quoi. Si tu es avec quelqu'un qui est bas de plafond, très terre à terre et machin matérialiste, il y a un moment donné où ça va coincer parce que lui ne va pas comprendre ce que tu lui racontes et vice versa. Donc c'est comme s'il y avait 2 sourds qui se parlaient, enfin 2 tu vois? Et du coup, il y a ce truc où Ça va bloquer. faut quand même qu'il y ait un dialogue qui s'installe entre 2 personnes pour qu'il y ait, bah, de la communication, en fait et donc un Ouais. échange. Moi, j'avais une dernière question et c'est une question un peu plus générale, même si ça va reprendre ton expérience. C'est est-ce que tu aurais un conseil à donner aux auditeurs qui envisageraient de se lancer dans, un pèlerinage, une aventure, qui pourrait être similaire aux tiennes? Oui. Écoutez votre petite voix intérieure, ce que j'appelle le cœur, en fait, écoutez votre cœur et sachez que c'est vraiment le premier pas le plus difficile. Ça aussi, ça ressemble à une expression, toute faite, préfabriquée, mais c'est vraiment le premier pas physiquement. C'est-à-dire que quand tu pars en randonnée, c'est la première journée de marche la plus dure parce que tu as les courbatures, tu as les crampes, tu as les cloques, tu ton sac qui est trop lourd, tu transpires, machin. C'est là souvent là où tu te rends compte que tu as oublié: «Mince, j'ai oublié de prendre, mon couteau suisse, mince, j'ai oublié de prendre mon kawaii s'il pleut, comment?» Et c'est vraiment le début le plus dur, mais
en fait, une fois que tu es lancé, ça coule de source. Donc le 1er pas, c'est pas seulement le pas physique, le pas de se lever et marcher, c'est aussi le pas mental, le pas de se lancer, de se dire: «Bon allez, j'arrête de procrastiner, je me lève, je prends mon sac et je décolle». Et en fait, c'est ça mon conseil, c'est que si vous avez envie de vous lancer, lancez-vous et pas seulement en randonnée ou en aventure. Ça peut être un projet. Si par exemple pendant des années vous avez envie de vous lancer dans le jardin et que vous êtes là: «Oui, mais moi je vis dans un appart en ville, il y a pas de terrain, il y a pas d'herbe, il y a pas de jardin». Bah, lance-toi. C'est-à-dire, rapproche-toi d'une asso pas loin de chez toi où ils ont peut-être des terrains partagés, déménage, va à la campagne ou alors, si tu as de la famille, des grands-parents, va les voir le week-end et lance et en fait, c'est toujours ce premier pas et en fait, ce premier pas va faire un effet papillon derrière qui va enclencher après de fil en aiguille, «Ah beh, tiens, je sais pas, ça se trouve un jour tu vas passer devant un truc, ah bah, tiens, il y a une maison à louer là, il y a du jardin. Ah bah, tiens, en plus le loyer est moins cher que ce que je paye maintenant» et tu sais, tu vas d'un coup, de fil en aiguille, tout va s'emboîter comme ça et là, tu seras heureux, en fait. Mais par contre, si tu es dans une situation où tu n'es pas heureux et que la seule chose que tu fais, c'est de la critiquer, de t'en plaindre: «Oh là là, moi j'ai pas de chance, j'ai pas d'amis à la campagne, moi je suis coincé dans ma ville, moi j'ai un boulot de merde qui me retient, machin, machin». Facile de parler. Si tu te trouves des excuses, en fait, tu ne feras que, tu n'avanceras pas. Et ça, je dis même pour des gens qui veulent lancer des entreprises. Très bien, imagine, tu es citadin, tu es très content d'être dans une ville et un citoyen très urbain et machin, ben si ton projet de vie, c'est de créer une entreprise de je dis n'importe quoi, de un site internet, ben lance-toi. C'est parce que là aussi, ça s'applique. Là aussi, c'est le premier pas le plus difficile. C'est de te lancer, d'aller faire les démarches administratives et tout. C'est-à-dire que cette philosophie de vie de se dire: «Allez, je me lance», tu la retrouves dans tous les mondes. Dans le monde de l'entrepreneuriat, dans le monde sportif, dans le monde spirituel, dans le monde familial. C'est de se lancer, c'est de faire ce premier pas. Tu sais, comme ce cliché de dans les films là, les tourtereaux qui se tournent autour, mais l'homme ou la femme n'ont jamais allé aborder l'autre. Ben lance-toi, va, au pire tu te prendras un râteau, mais tu le sauras pas tant que tu l'auras pas fait. Donc il y a vraiment ce truc de fais le premier pas, c'est le plus difficile et en plus après, bah, tu seras, renseigné, tu sauras ce qu'il faut faire. On apprend toujours, de nos lancements, au Ouais. final. Et toi, Eh ben, Lucie, si je peux te renvoyer des questions, quand tu fais tes randonnées ou tes aventures, tu te mets dans quel état d'esprit? Tu es dans une recherche spirituelle ou c'est aussi, plus, ou c'est plus, sportif? Enfin, c'est quoi ta démarche derrière? je pense que ça dépend la randonnée. Moi, j'ai pu faire un GR que j'ai adoré et au départ, c'était vraiment, un dépassement physique et en rentrant, je me suis rendu compte que, ça m'avait complètement changé sur ma façon de voir la vie, les choses. Ouais. Donc ouais, je pars plus dans un aspect de découverte, mais général. De la découverte, d'un nouveau chemin, d'une nouvelle randonnée, mais aussi, à la découverte de moi-même. Parce que je sais pas trop ce que je cherche, mais je sais que j'aurai toujours quelque chose à trouver. Oui, c'est vrai que c'est une belle phrase ça, c'est vrai que des fois on pourrait dire, «Oui, tu marches, mais pour aller où?» Ben en fait, je sais plus ce que c'est l'expression, je crois que c'était l'auteur qui s'appelle Sylvain Tesson qui avait dit ça, je marche pas pour trouver une réponse, mais ma réponse est sur le chemin ou je sais plus quoi. Enfin, bon, excuse-moi, je sais plus du tout la citation, mais c'est pour dire qu'en fait, des fois, on peut aller se lancer même sans avoir de questions, tu vois? Genre juste, ben, j'y vais en fait et tu t'aperçois, comme tu viens de le dire, qu'il y a un truc qui nous travaille, qui change en nous, je veux dire. Et toi, quand tu pars plutôt, toute seule, en groupe ou tu pars faire du bivouac sauvage ou tu es plutôt en mode, tu organises tes trucs, tu comment? Sur ce que j'ai pu faire, j'ai plutôt quand même organisé Ouais, et j'aime bien cet aspect solitaire, mais comme tu as pu en parler aussi, j'aime bien aussi me retrouver avec d'autres personnes, mais ça dépendra le moment, soit dans la rando, soit dans le voyage. C'est vraiment, des moments précis où je sens que, par exemple, là, j'ai besoin de partage et d'en apprendre des autres et parler. Il y a ouais. d'autres moments où, faut pas me parler parce que je suis pas aimable et j'ai qu'une envie, c'est d'être tranquille Ouais, et ouais, d'avancer dans mon coin. Ça dépend vraiment. bien sûr et tu as raison, hein et c'est ça le truc en fait, c'est quand tu t'écoutes. Parce que justement, c'est quand on se force que tu sais, si tu pars avec, une personne, imagine tu pars avec un ami et que tu te forces à parler parce que tu te dis: «Ouais bon, je l'ai fait venir donc maintenant je suis un peu obligé entre guillemets de m'occuper de lui. Alors ça va, quoi de neuf dans ton» et finalement tu marches en te forçant et j'ai l'impression que là, c'est là où tu t'empêches de vraiment, évoluer sur telle et telle chose. Alors que si tu te dis, en fait, c'est pour ça qu'il faut souvent partir avec
des gens avec qui tu comment Ouais, dire? des gens qu'on Avec connaît. ouais, des gens qu'on connaît ou avec qui tu t'entends. Parce que faudrait pas que, comme je disais un peu plus tôt, si les 2 sont dans 2 optiques différentes, ça il peut y avoir aussi des frictions, hein, si tu veux, j'ai envie de dire si tu veux tester ton amitié ou ton couple, pars à 2 et tu vas vite voir, ce que ça donne, hein. Tu vas vite voir Ah sur ouais, quel ouais, point complètement. ah ouais, ouais. Moi, je sais Ah qu'une ouais, c'est question sûr. une question qui me pardon, une question qui me revenait souvent, c'était, «Ah mais vous devez vous disputer», donc là, je parle sur la dernière aventure avec, ma compagne. «Ah, vous devez souvent vous disputer parce que vous êtes H24 ensemble» et en fait, non, on s'est disputé 0 fois. 0 fois parce que quand tu trouves la bonne personne, qui est dans le même état d'esprit, tout ça, beh, ça coule de source. Carrément et même si vous vous connaissez assez, on sait qu'à certains moments moi je sais que je suis beaucoup partie avec une amie à moi, avec qui on est dans la même optique et par exemple, on sait qu'à certains moments, on voit que l'autre n'est pas dans son état entre guillemets Ouais. «normal» Mmh mh. et on laisse des libertés, des distances de, «OK, aujourd'hui on va pas parler et puis c'est comme ça, Ouais, ouais. et ça ira très bien», mais juste pour, en fait, essayer d'être bienveillant envers l'autre et en fait, on comprend que c'est pas le moment et que, et bah, chacun son temps pour soi, quoi. Oui, exactement, exactement. Mais ça, c'est parce que toi, tu es sensible, en fait, tu es intelligent dans le sens où tu captes ces tu c'est-à-dire tu sais lire l'autre. Tu le vois par exemple qu'aujourd'hui il est dans un état d'esprit, bon il a pas l'air envie de parler, je vais lui laisser, son espace. Mais pour le coup, je ça m'est arrivé de marcher avec des gens qui ça ils ne le voient pas, ils ne le comprennent pas. Donc limite, ils le prennent mal quand tu leur dis, «Bon attends, j'ai un peu envie d'être seul». Tu sais, ils prennent ça comme une trahison quoi, genre: «Ah bon?» Ah mais oui. et Mmh. ça m'est déjà arrivé moi de tomber sur des, lourdeaux que je rencontre pendant l'aventure, hein. Quelqu'un, «Ah salut Céleste, ah bah tiens je vais marcher avec toi» et tu sais et au bout de 3 jours tu dis: «Ah j'ai envie de retrouver ma mon calme et tout» et lui il veut pas. Lui il pourrait marcher 6 mois avec toi, il serait heureux, tu vois? Et du coup, ça aussi, je me suis déjà retrouvé dans des situations où j'arrive pas à faire comprendre à l'autre, «Attends, là, j'ai besoin de mon moment», des le mieux, c'est de lui dire, mais voilà, après, il y a plus qu'à croiser les doigts pour, en fait, après, c'est son problème s'il le prend mal ou pas, quoi. C'est qu'il a pas encore, travaillé telle et telle chose sur lui-même. Faut prendre du recul. Oui, oui, C'est mais plus notre problème, il y a des gens, ils savent pas faire ça. Il y a des gens, oui. ils Ah savent oui, oui, c'est sûr. pas, ils ont toujours besoin, tu vois, parmi il y a des gens, moi je me rappelle d'une fille qui avait constamment besoin d'écouter de la musique. Donc, tu mais pas dans ses écouteurs, elle avait une enceinte Bluetooth. Donc Ah toi tu OK. marches et tu as Ah toujours oui, une c'est sorte dérangeant. de musique, tu te poses, il y a la musique, et à un moment donné, tu as envie de dire: «Mais tu sais, arrête ta musique 2 secondes». Donc là, elle dit: «Ouais, OK, je coupe». Mais tu sais, du coup, hop, elle enchaîne, elle parle et du coup, il y a jamais de silence, par exemple. Et pour moi, tu es content d'être en groupe quand tu as eu un moment de silence, tu vois? C'est quand tu jongles. Il y a, quand tu es un peu nomade, tu as envie d'être sédentaire et quand tu es sédentaire, tu as envie d'être un peu nomade. Et ben c'est pareil, quand il y a du bruit, tu as envie un peu de silence, quand il y a trop de silence, tu as envie d'un peu de bruit et c'est toujours dans cet équilibre, dans cette nuance que tu trouves et j'ai l'impression que les gens qui ont toujours besoin de parler, de bruit ou de divertissement, c'est parce que des limite, ils ont appris que s'il y avait un silence, c'est que c'était stressant. C'est genre, «Oh ben mince, il doit faire» tu sais, ils s'imaginent de suite le pire. «Ah ben il parle plus, c'est qu'il doit faire la tête ou il est vexé ou Ouais. il a l'air en colère», alors qu'en fait non, c'est juste que, ben non, j'ai juste pas envie de bruit dans l'immédiat. Comme tu disais, c'est un équilibre à trouver et je pense que les gens qui ont pas cet équilibre, c'est qu'ils cachent quelque chose. Exactement, C'est un grand mot, mais je pense qu'ils cachent un mal-être profond, exactement, quelque chose qui est vraiment, qu'ils enfouissent parce qu'il faut qu'il y ait tout le temps du bruit et du coup, exactement. bah, on cache nos pensées, on C'est veut ça. pas s'entendre, au C'est final. ça. Tu as tout bien résumé, c'est exactement ça, l'exemple marquant, c'est que sur Saint-Jacques-de-Compostelle, sur la rando de Saint-Jacques, j'ai remarqué, qu'on même si ça porte le nom de pèlerinage, il y a énormément de gens qui font ça, mais pas du tout pour son aspect, religieux, mais vraiment pas, hein. Il y en a, ils font ça vraiment juste parce que, bah, c'est une rando, elle est très bien balisée, il y a un gîte tous les soirs, donc c'est une rando entre guillemets, «facile», tu vois? Elle est longue, elle prend plusieurs, semaines, mais elle est considérée comme facile. À aucun moment, tu as des dénivelés de malade. Heu, tu étais rarement, tous les midis, tu arrives dans un village, tous les soirs aussi, il est très bien, il est facile, c'est ça que je veux dire. Et ben, j'ai rencontré énormément de gens qui, par exemple, se lancent suite à, tu sais, des moments difficiles, des moments de bon, ben, rupture amoureuse, j'allais pas bien, donc j'ai pris la route. Ou au deuil, tu vois? Genre j'ai perdu, tel membre de ma famille, donc je me sens pas bien. Mais en fait, je me suis rendu compte que ces personnes-là, pas tous, hein, là je raconte une anecdote, c'est qu'il y en avait une, elle avait constamment besoin, voilà, d'être en groupe, de parler, d'écouter de la musique,
et j'ai l'impression que du coup, la raison pour laquelle elle était venue, par exemple, suite à une rupture, elle prenait jamais le temps finalement de travailler là-dessus. Parce que du coup, elle restait dans son, le pansement via les autres. Bah, c les autres me font penser à autre chose, le la distraction, tiens, on La s'amuse un peu fuite. comme et du coup, je me dis je la plaignais, je me disais, comme tu dis, en fait, c'était pour combler, en fait, une tristesse, mais j'ai l'impression qu'en fait, elle prenait le problème du mauvais côté. Plutôt que de chercher constamment, du réconfort chez l'autre ou je sais pas quoi, qu'en vrai, il aurait fallu justement qu'elle fasse l'inverse de ce qu'elle redoutait, c'est-à-dire se retrouver seule, prendre le temps de comprendre qu'est-ce qui s'était passé, peser le pour, le contre et machin, et une fois qu'elle aurait trouvé un ré une réponse ou un semblant de réponse, bah, après peut-être qu'elle aurait pu marcher en groupe et aller mieux. Mais j'en ai beaucoup vu sur Saint-Jacques qui en fait, venaient marcher dans l'optique d'être soignés, mais par les autres, plutôt que par eux-mêmes. Je trouve ça rigolo, les gens qui veulent se soigner dans les autres alors que, bah, le problème, à régler, il se règle, par eux-mêmes justement. Oui, oui, Donc plus on le fuit, c'est ça, plus il est loin et enfin c'est de la fuite, en fait. c'est de la fuite et comme tu dis, après c'est nous en fonction de nos humeurs et nos énergies, si à ce moment-là tu te sens les épaules pour aider cette personne, beh, go l'aider, tu vois? Je suis pas en train de dire, «Non, chacun ses problèmes, viens pas me faire Bah chier avec oui. des trucs», mais si tu veux, il y a quand même un peu de ça. Il y a quand même un peu de, chacun sa croix, quoi. À un moment donné, oui, tu as tes problèmes, mais moi aussi j'ai les miens. Tu vois, il y a pas une histoire de il y a pas une valeur de douleur, il y a pas un problème plus important que l'autre. Peut-être que pour une personne, une rupture amoureuse, c'est rien. «Oh bah, ouais, c'est une de perdue, 10 de trouvée», mais peut-être que pour une autre personne, c'est un obstacle infranchissable. Tu vois ce que je veux dire? C'est chacun il a de la difficulté en fonction de son niveau et du coup, beh, c'est ça comme on disait, c'est, chacun doit aussi y voir, travailler personnellement, mais encore une fois, c'est dans un équilibre. C'est parce que tu vas être un peu seul et de temps en temps dans un groupe, mais c'est pas les 2. C'est pas la pure solitude, je pense qu'à un moment donné, ça finit par te miner le moral et la pure distraction d'être constamment entouré, va t'empêcher de penser justement et va t'empêcher de vraiment, guérir. Bah, c'est ce qu'on va retenir de cet épisode, je pense. Ouais, Trouver son équilibre. Je pense que c'est une bonne, fin pour conclure. ouais et beh, j'espère que ça t'a que j'ai répondu aux questions et Ouais, que voilà, c'est ce à quoi tu t'attendais. carrément, c'était très intéressant. J'ai beaucoup aimé partager cette conversation avec toi Pareil. et je voulais te demander, c'est la dernière chose, mais où est-ce que les auditeurs, peuvent te suivre? Et beh, principalement sur ma chaîne, YouTube. Donc il faut taper, Bunker Sauvage. Donc bon, les raisons de pourquoi ça s'appelle comme ça, je pourrais les dire, hein, mais bunker, comme un bunker, militaire, Bunker et sauvage comme, bah, la nature sauvage, en 2 mots et on me trouve assez facilement parce que maintenant je suis quand même pas mal suivi, donc je suis plutôt, bien référencé et là, je pense que c'est la plateforme où je suis le plus active. Voilà, on suit mes aventures. Là, d'ailleurs, au moment où on se parle, je suis en train de préparer le prochain périple. Donc j'en dis pas trop parce que c'est aussi un peu la surprise que je fais à mes abonnés, ils découvrent, si tu veux, le jour où la vidéo sorte, alors c'est quoi sa nouvelle aventure à Céleste? Donc voilà, mais là, on la Génial. prépare, alors quand je dis préparer, c'est pas, organiser parce que comme je te disais, on organise très peu, mais on la prépare parce que vu qu'on fait ça à chaque fois dans des vêtements d'époque, bah, il faut qu'on prépare les vêtements tout simplement. Il faut qu'on ait notre look, on va dire. Ouais, il y a une petite organisation quand même à faire. Oui, oui, voilà, l'exemple tout bête, c'est que du coup, j'ai des ânes, et la prochaine aventure, il va pas y avoir les ânes, ils vont pas spécialement venir marcher avec, nous. Du coup, il faut bien que je trouve des personnes pour s'occuper de mes ânes, tu vois? C'est des petites organisations comme ça, quoi. Mais c'est important. Bah, oui, oui, bien sûr. Je vous invite du coup à aller suivre, Céleste, sur ses réseaux sociaux pour suivre, les prochaines aventures. On attend ça avec impatience et puis merci beaucoup pour ton temps. Eh beh, merci Lucie pour la mise en lumière sur mon parcours et mon travail. Je te remercie pour, les questions que tu as posées qui sont très pertinentes. Je te souhaite le meilleur à toi et ta petite, émission, si je peux dire ainsi et Merci beaucoup. dans tes prochaines aventures aussi. Ouais et ben merci et puis, je te souhaite, tout plein de bonnes choses également. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles au podcast et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao!
There's a look that you